Donc Clément de chez JC Deco, j'ai en charge l'activité DOH, donc l'acronyme, je ne sais pas si tout le monde est familier, donc de Digital Out of Home, qui est finalement la chance de pouvoir faire du digital, mais en dehors de chez soi, en dehors de son mobile, en dehors de son ordinateur et dans la rue, puisque c'est donc la vocation de JC Deco depuis plus de 50 ans, c'est de pouvoir du coup offrir des espaces dans la rue. Aujourd'hui, pour un média offline, l'enjeu c'est forcément de pouvoir faire le lien avec la data et de rendre la data utile. Et c'est à travers ces deux grandes lignes qu'on va essayer du coup de vous présenter tout cela. Juste un petit rappel quand même pour vous situer un peu ce qu'est aujourd'hui le Digital OH, donc le DOH. C'est effectivement vu comme le média de l'avenir, en tout cas parmi les médias de l'avenir, puisque avec le mobile ça fait partie des deux médias qui d'ici 5 ans vont encore connaître des croissances à 2 chiffres. Donc là pour l'instant on est sur des plus 1%, ce qui pour un média historique, on va le voir juste après, c'est plutôt une très belle performance. Et on considère que d'ici 2021, un quart du marché donc de la communication extérieure, de l'affichage, sera en digital. Donc on voit qu'on a, donc c'était une petite vidéo, on voit que partout dans le monde, on a des actifs qui se digitalisent. Alors quand on va en Angleterre, on est plutôt sur un passage au 100% digital. C'est-à-dire que les Anglais ont fait le choix de se dire exit le print et on digitalise tout. Là-bas, c'est assez facile parce que les lois sont quasi inexistante, on va dire. Quand on est en France, ça a pris un petit peu plus de temps. Là, pour le coup, il y a des lois qui encadrent tout ça, et c'est une très bonne chose. Et puis aussi, il y a eu un temps de latence où les collectivités se sont demandées mais pourquoi faire du digital. Donc, je le disais, la fonction de JC Deco, c'est avant tout de fournir du mobile urbain, de rendre un service aux usagers. Et aujourd'hui, ce service, il se digitalise, et c'est pour ça que les mairies viennent. À Rennes, vous connaissez le phénomène, pour ceux qui sont et qui habitent Rennes, puisqu'il y a du digital aujourd'hui dans Rennes. Donc c'est exactement cette posture que prennent la plupart des mairies. Donc aujourd'hui, sur le marché français, on a un marché sur les 9 premiers mois de l'année 2019 en plurimédia qui a plutôt décru, puisqu'on était à moins 1,7. Le média de la publicité extérieure au global était à plus 4. Donc c'est vrai que sur les médias offline, c'est toujours agréable de voir une croissance. Et effectivement, forcément, porté par le DOH qui était sur les 9 premiers mois de l'année, donc à plus de 25%. Donc on voit qu'effectivement, pour un média offline, ce sont de très belles performances. Aujourd'hui, chez JC Deco, et plus globalement, le digital se fait dans énormément d'univers. Dans l'entreprise, il y a eu un choix qui a été fait, c'était celui d'aller en premier lieu sur les aéroports, ça fait déjà 5 ans, et l'ensemble des aéroports de France sont concernés, ou vont venir progressivement. Et puis ensuite, le milieu urbain, là on est à Nantes, ou également dans des univers retail, comme par exemple, ici on est au Printemps Haussmann, ou certains centres commerciaux. Du coup, pour vous montrer un peu l'expansion que ça a pu avoir, il faut savoir qu'il y a 2 ans et demi, quand on parlait de DOH, en tout cas chez JC Deco, il y avait 150 écrans en France. Donc on voit que ça s'est un petit peu développé. On est un peu plus de 1500 et on sera à 1800 à la fin de ce trimestre-là. Et effectivement, on couvre la plupart des grosses agglomérations françaises avec différents contrats, des contrats avec des villes, mais aussi des contrats avec des bailleurs privés. Et c'est sur ces bailleurs privés que je vais m'étendre un petit peu plus. La data, du coup, quelle est-elle aujourd'hui? On utilise de la data de géolocalisation, des choses assez classiques, soit en open data, soit avec des partenaires comme Asterop pour pouvoir cibler plusieurs POI. Ce sont des choses qui sont assez standards. On va le croiser ensuite avec des données socio-comportementales pour savoir où sont les gens qui sont plutôt des voyageurs, des gens qui consomment écolo ou autre. Et donc on va commencer à avoir des choses intéressantes. Et puis aujourd'hui, on a une mesure d'audience qui évolue, aussi bien dans l'aéroport, où avec les différents trajets, les billets d'avion, on peut avoir une mesure très fine et très précise de la mesure en aéroport, de l'audience, mais également avec Bobimétrie, puisqu'à partir du mois d'avril, dans la rue, il y a une nouvelle mesure d'audience qui est déployée et qui va nous permettre de connaître sur l'ensemble des immobiliers qui sont dans la rue, dans les malls ou autres, l'audience à l'heure. Donc on saura qu'à 17h, il y a telle audience versus 14h où il y avait telle audience. Donc on va avoir quelque chose de plus en plus fin qui est mené. Et puis on a aussi cette chance avec donc un partenaire dont je vais vous parler qui est Monoprix, d'avoir là la donnée transactionnelle, c'est-à-dire qu'on connaît l'ensemble des tickets de caisse de chez Monoprix, ce qui nous permet effectivement là d'avoir vraiment un modèle et une approche très data-driven. Monoprix justement, dont je le disais, un partenariat qui a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Pour vous donner un contexte, allez, je compte sur vous, ça ne sortira pas de cette salle-là. Je parlais de la législation en fait, dans la rue. Il faut savoir que la mairie de Paris, il y a 2 ans, avait passé un appel d'offres qui comportait un volet digital, que cet appel d'offres du coup n'était pas très bon, voire pas du tout valable, puisque 6 mois avant, ils avaient interdit le digital dans la rue.
Donc du coup, tous ces projets digitaux dans Paris ont été reportés au JO, donc pour 2024. Puis entre-temps, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait quand même avoir une présence dans Paris. C'est important quand on est un annonceur national ou même quand on a des problématiques parisiennes. L'un des moyens d'avoir une présence dans Paris, c'était donc de travailler avec Monoprix. Monoprix, la chance, c'est qu'ils ont un parc foncier qui est exceptionnel. Ils ont des adresses qu'ils ont depuis 30, 50, 80 ans, qui nous permettent d'avoir pignon sur rue avec de très belles adresses, et donc d'avoir cette présence dans Paris-là. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on s'est aperçu que cette offre-là était un succès. Et donc aujourd'hui, l'offre Monoprix, c'est une présence dans à peu près toute la France. On est sur 95% des villes de plus de 100 000 habitants, avec 250 écrans sur toute la France, et donc des écrans effectivement 85 pouces. Là, je rentre un peu dans la technique, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc voilà, donc la cartographie, ça représente en nombre de magasins équipés, c'est 50% du parc qui a été équipé d'écrans digitaux, avec 71% du SIA de Monoprix. Donc en termes de choix, pour choisir les magasins, on s'est attardé sur la position du magasin, pour du coup, est-ce que ce magasin est pour nous, d'un point de vue publicitaire, une bonne face, et dans un second temps, de savoir est-ce que c'est un magasin qui est vecteur de beaucoup de chiffres d'affaires, pour qu'effectivement, si on doit mener des analyses, ça soit pertinent. Du coup, je vous le disais, la data de passage en caisse nous est communiquée chaque mois. Donc c'est plus d'1 milliard de data points. Je ne vous cache pas, quand on a reçu les premiers fichiers, il y a eu un petit peu de travail pour dégrossir tout ça. Ça nous permet de connaître, quelle est la fréquentation en magasin. Également, quelles est les sorties de caisse en volume et en chiffre d'affaires. Est-ce que ce sont des consommateurs qui sont plutôt affinitaires avec les promotions, ou bien avoir un profil sectoriel par magasin? Est-ce que sur un magasin qui est en plein cœur de Paris, on est plutôt sur un profil un peu bio? Au contraire, est-ce qu'on est plutôt sur un profil famille? Enfin voilà, on a du coup l'analyse de tout ça qui nous permet de pouvoir séquencer et de bien connaître ces magasins-là. Et puis on peut même aller plus loin, puisqu'on connaît également quel a été le moyen de paiement. Est-ce qu'on était plutôt avec une Mastercard, une Visa? Est-ce que c'était du sans contact? Enfin voilà, on peut aller très très loin. Et on a même la donnée des porteurs de cartes. Ce qui nous permet, aujourd'hui, il y a 50% de porteurs de cartes chez Monoprix, un peu plus. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir suivre en fait, ces gens-là dans le temps. Je vais y revenir. Du coup, cette data, elle va nous permettre de penser à des plans médias en amont de la campagne, mais également, et c'est forcément ce qui nous vient en premier lieu, en aval. Mais si on regarde en amont, le fait d'avoir cette donnée-là, ça va nous permettre de pouvoir séquencer par tranche horaire tous les achats. C'est-à-dire que alors là, il n'y a pas d'exemple, mais si on prend l'exemple de Oncle Benz, on va pouvoir savoir à quelle heure les sachets de riz Oncle Benz sont achetés. Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le samedi, le mercredi? Et à quelle heure? Et donc ça, on va l'avoir sur chaque catégorie de produits qu'on retrouve chez Monoprix, qu'on soit sur des produits de beauté ou de grande conso traditionnelle. Et puis on va également pouvoir faire ce même travail-là sur des magasins, et se dire que du coup on va vraiment pouvoir faire un plan de média planning sur mesure, où on va venir croiser à la fois une donnée temporelle avec une donnée géographique pour construire un plan sur mesure, et du coup avoir aussi des plans qui vont pouvoir se calquer, pourquoi pas sur des stratégies télé ou sur des stratégies monocanal dans le temps, en s'installant pourquoi pas sur certains produits sur des campagnes de 2, 3, 4 mois, parce que ce séquençage permet justement d'allonger aussi la durée de campagne. Et puis post-campagne, donc forcément une fois qu'on a monté un média planning comme ça, on ne peut que faire une campagne. Post-campagne, on a trois items qui peuvent être délivrés. Le premier qui va être l'Insight Plus, où finalement on va entre guillemets se contenter d'observer ce qui s'est passé pendant la durée de la campagne, donc en livrant une analyse, ou du moins de manière assez brute, des chiffres sur quel était le volume généré, le chiffre d'affaires, en comparant quand même à l'ensemble des rayons pour avoir une donnée part de marché. Ensuite, le Campaign Insight, où là on va rentrer plus sur une mesure dite plus classique, où vraiment on va mesurer un uplift. Et puis sur une troisième mesure, qui est le Customer Insight, où là on va mesurer l'évolution du portefeuille client d'une marque. C'est-à-dire que justement, en s'inscrivant dans une démarche fil rouge, avec plusieurs campagnes à l'année, on va pouvoir regarder les encartés et se dire que cet encarté-là, lorsque j'ai fait ma première campagne, c'était un nouveau client. Est-ce qu'au fur et à mesure des campagnes, il est revenu ou pas? Et donc on va pouvoir suivre en fait comme ça les clients qui sont encartés tout au long des campagnes qui sont activées chez Monoprix. Du coup, pour imaginer tout ça, l'idée c'était d'avoir quelques best cases. Donc sur l'année dernière, on en a sélectionné 2. Le premier avec Extrême, donc qui appartient à Fronnery. On avait donc comme contexte une campagne qui était en plus
contextualisé avec la météo, c'est-à-dire que les spots n'étaient diffusés qu'à partir du moment où la température était au-delà de 20 degrés. Donc quelque chose d'assez basique quand on y repense, mais on va voir que ça a été plutôt efficace. Donc c'était uniquement sur Paris, Paris Intramuros, c'est la première couronne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que 50%, je ne vais pas te donner les résultats tout de suite, 50% de la campagne a été diffusée finalement sur 10 jours, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de juin dernier, il y a eu une première vague de canicule sur la fin du mois, ce qui fait que finalement, sur les 600 000 spots qui étaient prévus, en gros, il y en a 450 000, 400 000 qui ont été dépensés sur 10 jours. Donc ça veut dire que là, encore une fois, c'est des choses qui sont peut-être basiques, mais quand on est sur le offline, c'est des choses qui ne sont pas encore légion. Et pour le coup, ça nous a permis de vraiment communiquer au moment le plus opportun, qui était le moment où effectivement il y avait la canicule. Du coup, chez Fronry, chez Extreme, on a observé en pourcentage, je vais plutôt parler, sur ces 10 jours de campagne, plus 77% de CA et plus 64%. Alors forcément, quand il fait beau, les gens consomment plus de glace. Donc jusque-là, je ne suis pas sûr qu'on ait fait quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est d'avoir été là au bon moment. Et puis si on regarde en fait le marché du rayon glace, là on a eu des performances de plus 51% en chiffre d'affaires et en volume on était à plus 57%. Donc là c'est de la donnée un petit peu brute, mais forcément quand on croise à la fois ce qui s'est passé pour la marque et ce qui s'est passé au sein du rayon, ce dont on s'aperçoit, c'est que du coup, Extreme, qui a quand même une part de marché qui est très très élevée au niveau du rayon glace, qui est déjà de 20%, a gagné 5 points sur cette période-là. Donc on est passé d'une part de marché de 20% à 25%. Donc très sincèrement, quand on a présenté le cas, je peux vous garantir que la marque était très contente. C'est un marché qui est très compétitif, sur lequel effectivement on a peu d'écart de valeur. Donc là, avoir communiqué au bon moment et deux sur du coup sur les bons magasins et aux bons horaires, ça nous a vraiment permis de gagner en part de marché. On n'est pas nombreux. Si vous avez des questions, on peut le faire en live. Oui. Ça c'est en part de marché, le plus 5 points. Et le volume est là à chaque fois, à droite. Voilà. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que tout le monde a mangé plus de glace, donc Fronry, ils en ont vendu plus 64%, et sur le rayon, c'était plus 57%. Voilà. Et quand on recalcule tout, en volume, en part de marché, c'est plus 5. Je voulais savoir si vous aviez comparé aussi par rapport aux données de l'année passée, pour voir si c'est juste pas structurel que oui. Ça augmente. Alors, on ne le fait pas. Pour plusieurs raisons. Un, il peut y avoir des effets promotionnels par rapport à N-1. Deux, il peut y avoir des effets de météo aussi. Donc tout ça fait que finalement, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre sur la même semaine, on n'a pas les mêmes comportements d'achat. Donc on évite de faire ça. On essaie vraiment de rester sur une latitude temps qui soit la plus restreinte possible. Il n'y avait pas de campagne sur le 27? Alors, attends, j'ai plus les numéros de semaine en tête. Celle d'après, non. Oui. Il n'y avait plus de campagne. Non, parce qu'on voit que ça tombe, ça redescend tout de suite. Ça redescend vite, oui, tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est la conclusion qu'on a. C'est la conclusion qu'on en a faite, c'est qu'on n'est pas venu renforcer la marque et développer la notoriété d'Extreme. Je pense qu'on n'était pas là pour ça. En revanche, on est venu vraiment pour booster les ventes à un moment où il y en avait besoin. Donc, voilà. Ensuite, le second cas, il est autour de Martini. Alors là, qui connaît Martini Fierro? Voilà. C'est leur gros problème. C'est leur gros problème. Martini Fierro, ils veulent depuis 3 ans concurrencer Aperol. Je pense que tout le monde connaît Aperol en revanche. Voilà. Donc c'était juste pour voir si vous preniez quand même l'apéro. Donc autant effectivement Aperol a une notoriété et aujourd'hui est bien installé sur le rayon des cocktails, autant Martini Fierro, pour plusieurs raisons, a certainement loupé son lancement. Donc du coup, ils ont fait une grande campagne du mois de mai jusqu'au mois de septembre, donc pendant 5 mois, où là il y avait une diffusion, là on avait travaillé sur les créneaux horaires les plus opportuns, donc du lundi au jeudi, plutôt quand même sur du 18h-22h. Vendredi on avait avancé un petit peu le début de la diffusion, et puis tout le samedi. Donc voilà, donc ça c'est une diffusion qui a joué pendant 5 mois à peu près, et là encore une fois sur Paris la première couronne. Bon, les résultats, on partait de bas, mais néanmoins c'est quand même plutôt des bons résultats. Et je vous le dis, je peux le dire, le gros sujet de BMF, de Bacardi Martini, c'était de savoir s'ils allaient garder ou pas cette marque-là sur 2020. Pour l'instant, ils la gardent. C'est pas uniquement grâce à Monoprix, hein, mais en tout cas, on y a certainement contribué, puisque du coup sur la période, en termes d'efficacité sur les ventes, on a fait plus 39% sur le chiffre d'affaires et plus 40% sur les volumes. Là, ce qu'on livre comme chiffre, c'est
un vrai uplift, c'est-à-dire que pour le coup, ce qu'on a travaillé, c'est que du coup on a regardé des magasins jumeaux, on a recréé des magasins jumeaux à l'échelle de Paris et de Première Couronne, et puis on a éteint certains écrans pour voir du coup sur ces magasins-là qui étaient éteints, est-ce qu'il y avait plus de consommation versus ceux qui étaient encore allumés. Voilà, c'est assez simple, mais là pour le coup ça nous a permis d'avoir un vrai impact sur les ventes et de savoir exactement sur cette période-là effectivement quel était l'impact de la campagne. Et du coup, si on regarde dans le détail, on voit effectivement que sur les magasins activés qui sont à gauche, on avait plus 191% de chiffre d'affaires. Et là, on était à plus 110% sur les magasins Gémeaux, les magasins témoins. Et puis la même chose en volume. Ce qu'on a regardé aussi, c'était l'effet halo un petit peu sur l'ensemble de la gamme Martini, pour savoir si finalement, parce que Martini Fiero, pour le coup, on l'a vu, ça parle pas à grand monde. En revanche, Martini, je pensais un peu plus connu. Et donc l'idée, c'était de savoir si effectivement, ça n'avait pas plutôt servi la gamme Martini plutôt que Martini Fiero. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les comparaisons, elles sont pas les mêmes. Mais néanmoins, ça a quand même eu un impact sur Martini, puisque sur ce Martini, on va dire classique, et la gamme apéritif, on était à plus 6% de chiffre d'affaires et plus 7% sur les volumes. Donc, voilà. Donc on voit qu'en tout cas, sur ces écrans, sur cette offre Monoprix, on a la chance de pouvoir venir développer les ventes. Et puis surtout, c'est cette data transactionnelle qui va vraiment nous permettre de venir être assez fin dans la sélection des moments et des lieux. Voilà, juste aujourd'hui, forcément, on est plutôt satisfait de cette offre avec Monoprix, et on pense que d'ici quelques jours, on devrait avoir la chance de pouvoir en fait continuer ce genre de partenariat avec une enseigne un peu similaire sur les mêmes territoires, et pouvoir continuer justement à développer ce modèle toujours autour à la fois des enseignes premium croisées avec de la donnée transactionnelle. Donc voilà, merci. Fonctionne sur ce type de support? Est-ce qu'il y a des produits, on sait que c'est pas la peine de les afficher parce que le consommateur il va pas être sensible? En fait, on n'a pas encore testé tous les produits, donc je ne vais pas pouvoir vous dire un oui franc et massif. En revanche, ce que l'on sait, c'est que entre une étude sur les yaourts et une étude sur des mascaras, forcément, il va falloir adapter la durée de la campagne. C'est quelque chose qui est assez bête quand on le dit, mais je peux vous garantir que parfois sur des briefs qu'on reçoit, on reçoit des briefs sur 7 jours pour du mascara. Alors j'en achète pas à titre personnel, mais ce qui est sûr, c'est que le mascara, on a plutôt tendance à l'acheter sur des fréquences de 1 mois, voire 2 mois. Donc l'enjeu, c'est effectivement en fonction du produit, et même du Martini. On ne va pas l'acheter non plus dans son caddie tous les samedis ou toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, et c'est un travail qu'on fait un petit peu dans l'ombre, c'est qu'aujourd'hui on regarde toutes les campagnes qui sont menées pour avoir des best cases, et surtout pour avoir des enseignements à donner aux marques, et leur dire sur telle typologie de produit, on conseille plutôt telle durée. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ensuite, par JCDecaux, suite à l'achat du dispositif, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Enfin, nous, je sais qu'on passe par une agence d'achat d'espace, oui. Mais on a pu utiliser, il me semble, ce dispositif déjà, mais on n'a pas eu toute cette donnée ensuite. Et c'est vrai qu'elle est très précieuse ensuite. Merci. Ouais, il y avait 3 volets d'études que je vous ai montré tout à l'heure. Le premier, souvent, est effectivement intégré à certains bilans de campagne. Le second, en revanche, il est optionnel. Il est optionnel en fonction, effectivement, de la typologie de produit. Est-ce que le brief qu'on nous a donné, le budget qu'on nous a donné, nous permet d'activer quelque chose de pertinent et donc d'activer en fait un volet d'études. Et puis après, c'est une négociation aussi avec l'agence pour savoir si on peut l'intégrer ou pas au projet. Et également, dans le dispositif, est-ce que les relations avec Monoprix aussi, enfin, c'est quand même un dispositif qui a vraiment d'affinité avec les distributeurs, s'il est pris relativement en amont, on peut pousser aussi après un dispositif directement in-store. Enfin, je pense à de l'opération commerciale ensuite pour doubler aussi l'efficacité. Typiquement, peut-être que sur Martini, c'est ce qui a été fait. C'est pas ce qui a été fait. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, on est challengé par Monoprix pour avoir une approche un peu plus 360 et imaginer dans quelle mesure, sans empiéter sur les gens qui travaillent déjà avec Monoprix comme Henri Levency ou des gens comme ça, et de voir effectivement dans quelle mesure on peut avoir une approche un peu plus 360 autour du site, autour de l'application, pourquoi pas effectivement in-store, et puis aussi pourquoi pas venir demain, ça je pense qu'on va le faire, venir habiller les vitrines et pourquoi pas événementialiser un petit peu les vitrines autour de ça. Donc, mais oui, on peut effectivement sur des lancements ou sur des périodes clés avoir des animations un peu plus larges chez Monoprix. C'est bon ? Bon, merci à toutes et tous et puis bonne fin de salon.